Bonjour à tous, ici, Nicolas Brier. Voilà, je crée cette petite vidéo pour expliquer, en fait, un livre que je suis en train d'écrire et ce diaporama, c'est un peu une synthèse, de mes travaux et de ma recherche depuis une dizaine d'années et qui concerne la finance, la monnaie et comment créer une monnaie de la transition pour remettre l'argent et le système financier au service de la transition sociétale. Et je tenais à finir cette petite vidéo avant ce soir minuit pour pouvoir soumettre cette idée à la Convention citoyenne pour le climat. Mes recherches ont commencé en 2008 avec la crise des subprimes. Euh, En fait, je comprenais rien du tout à cette crise. Je savais pas ce que c'était qu'un subprime. Je savais pas pourquoi on était en crise et ça m'énervait en fait. Je me disais mais c'est c'est qui les gens de la finance? Qu'est-ce qu'ils font? Comment ça se fait qu'ils nous mettent tous en danger? De quel droit? Enfin, j'étais vraiment complètement révolté de voir cette impunité de ces gens qui avaient l'air de vraiment d'abuser. Je me posais plein de questions. Je bougeais ça, pardon. Je me posais beaucoup de questions, par exemple, comment le système financier fonctionne-t-il? Comment a-t-il pu devenir aussi menaçant? Quelles sont les règles de la finance qui les édictent? Comment financer les nombreux projets liés à la transition écologique dans une logique de justice sociale? Alors j'ai mené une enquête depuis 2008 autour de ces questions-là. Et j'avais envie de comprendre. Il faut savoir que j'ai fait des études dans la recherche pharmaceutique et du coup, j'ai appris à chercher et j'aime beaucoup chercher et j'aime bien comprendre les choses. Donc voilà, j'ai mené mon enquête et je vous invite à me suivre pas à pas au cours de mes réflexions, de mes découvertes, de mes avancées. J'ai plusieurs sources d'inspiration pour ce livre. Alors, je ne sais pas où mettre cette petite fenêtre. Je suis désolé. Ouais, bon bah écoute, ça va toujours gêner quelque chose. Bon, tant pis. Alors, mes sources d'inspiration, la première c'était Jack Reed, qui est ici présent, qui est américain et qui m'a enseigné justement l'art de l'intelligence collective. C'était une des mes premières expériences. Le deuxième c'est Ian Langol qui est en haut, où j'ai étudié le calendrier Maya et j'ai découvert que justement les Mayas avaient prévu que le niveau le plus élevé de la conscience humaine, c'est l'art de co-créer, de faire de la co-création consciente. Et vous verrez comme quoi c'est lié à l'intelligence collective. Et puis derrière ma vidéo, là, vous avez Edward Snowden, vous voyez juste ses yeux. Edward Snowden, c'est lui qui a révélé l'espionnage massif des Américains, des services de renseignement américains. Et de la même manière, Edward Snowden m'inspire parce qu'il a aussi essayé de comprendre comment fonctionnait l'espionnage aux États-Unis. Il a travaillé dur pour comprendre et pour révéler ce qu'il avait découvert. Il a pris beaucoup plus de risques que moi, donc je ne suis pas du tout au même niveau que lui, clairement, mais en tout cas, j'étais dans la même démarche de comprendre la finance pour pouvoir l'expliquer au grand public. Et puis j'en passe, il y a énormément d'auteurs et de conférenciers qui m'ont inspiré. Je commencerai par les dysfonctionnements de la finance. C'est la première partie de mes recherches. Alors, le premier livre que j'ai lu s'appelle Le capitalisme total de Jean Perlevade, qui est ancien directeur du Crédit Lyonnais. Alors, ce livre m'avait beaucoup marqué et il expliquait comment le capitalisme moderne, avec sa logique de rendement, transforme les chefs d'entreprise des sociétés cotées en esclaves dorés. Enfin, il explique comment les actionnaires ont pris le pouvoir, comment la logique d'investissement sur le long terme a dévié vers une logique de profit à court terme, que le capitalisme actuel n'a plus, et qu'il fallait absolument. Je sais pas ce qui s'est passé là. Donc je continue. Il expliquait que il n'est plus encadré et que c'est important que le capitalisme soit encadré par le politique, ce qui n'est plus le cas. Voilà.
Donc, et il disait que c'est important que la société civile et les citoyens se réveillent pour faire contrepoids. Une autre avancée, le trading haute fréquence qui arrive en 2010, a accéléré encore plus la notion de temps, puisque maintenant, on peut faire 7000 transactions par seconde avec les robots programmés. Euh, et ces transactions par des robots représentent déjà, en 8 ans, 50% des transactions financières, ce qui est énorme. Faut savoir que les robots font aussi énormément de fausses transactions pour tromper les autres robots, de l'ordre de 97%, c'est complètement fou. Et puis, et on a eu un flash crash en 2010, les marchés financiers ont chuté de 10% en une journée, et on ne comprenait pas pourquoi. Ils ont dû éteindre tous les serveurs et les rallumer, mais c'est le symptôme que le système est devenu encore plus instable. Le changement de temporalité est un vrai problème. Une des grandes tendances du capitalisme, c'est que avant on avait une logique d'investissement. Aujourd'hui, on a une logique de spéculation. Et ça se joue surtout dans la durée de la détention des actions. Vous voyez, dans le sens graphique, on voit qu'en 1960, on gardait des actions pendant 8 ans. En 2010, on garde les actions en moyenne pendant 6 mois. C'est donc multiplié par 16, enfin, ou divisé par 16 le temps de détention. Donc ça, c'est un vrai problème. Les banques centrales, faut savoir que les banques centrales jouent, donc la Banque centrale européenne fédère les 17 banques centrales nationales. L'objectif de la Banque centrale est de maintenir l'inflation autour des 2%. C'est vraiment son rôle principal. Pour ce faire, elle joue sur le taux directeur. C'est un de ses indicateurs principaux qui dicte le montant des taux d'intérêt pour les banques. Si le taux directeur est bas, alors ça va stimuler l'économie. Si le taux directeur remonte, ça va réduire le nombre de crédits. Et depuis peu de temps, la BCE pratique maintenant le quantitative easing depuis 2008, c'est-à-dire qu'elle fait de la création monétaire. Euh, donc la BCE, c'est elle qui crée les billets et les pièces, hein. Donc elle fait déjà la création de billets et de pièces. Mais là, quand on dit qu'elle fait de la création monétaire, c'est qu'elle elle injecte de la liquidité en rachetant des titres financiers sur les marchés secondaires. C'est un peu compliqué, mais en gros, elle ne peut pas donner de l'argent aux États directement. Elle peut acheter que sur le marché des titres donc à racheter. Et là, en l'occurrence, elle a racheté des titres à des banques et des assurances et des acteurs financiers. Ce livre de Patrick Artus m'a beaucoup éclairé sur la folie des banques centrales. Donc, elles ont une politique expansionniste forte depuis 2008. Elles ont essayé de relancer l'économie en créant beaucoup d'argent, comme je vous disais, le quantitative easing. Les taux directeurs, en plus de ça, les taux directeurs sont au plus bas, sont quasiment au plancher, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. C'est-à-dire que les taux, ils ne peuvent plus les baisser, ils sont déjà au minimum. Et ils ont peur de les relever, parce qu'ils ont peur qu'en relevant les taux, ça fasse effondrer tout le système. Donc vous voyez, et ça, c'est un vrai souci. Donc on est dans une logique de fuite en avant. L'argent injecté va principalement dans les marchés financiers. Donc je vous disais que la BCE, le quantitative easing, elle rachète des titres sur les marchés secondaires. Donc en fait, elle donne de l'argent à des banques, à des assurances, à des gestionnaires d'actifs. Voilà, donc cet argent, il part sur les marchés financiers. Et on voit une déconnexion de plus en plus forte entre marché financier et économie réelle. On y reviendra, mais il y a deux bulles en fait. Il y a l'économie réelle d'un côté, là où on se trouve nous, et les marchés financiers, c'est là où il y a tous les titres en bourse, etc. Et donc les banques centrales contribuent à faire gonfler la bulle financière, les marchés financiers, alors qu'elle avait pour but euh, de faire de soutenir l'économie réelle. Voilà. Mais en fait, elle veut soutenir l'économie réelle, mais elle injecte l'argent du mauvais côté, dans l'eau de la mauvaise bassine. Une conférence de Pascal Canfin m'avait beaucoup inspiré en 2015. Et justement, il parlait de ces quantitative easing. Il disait que nous sommes dans une situation hallucinante où nous avons d'un côté des besoins d'investissement immenses, donc transition écologique, etc. Et on a en face une quantité astronomique de liquidités, donc de monnaie disponible, et le pont entre les deux ne se fait pas.
Donc voilà, là, il y a énormément d'argent dans les marchés financiers. Il y a un manque d'argent cruel, criant dans l'économie réelle, et on n'arrive pas à faire le pont entre les deux. La BCE a créé une immense quantité d'argent via le quantitative easing. Pourtant, une partie infime de cet argent a terminé dans l'économie réelle. Donc, il a confirmé ce que j'avais aussi analysé. Comment créer une passerelle entre ces poches d'argent de la Banque centrale européenne et les besoins de la société? Euh, Excusez-moi. Donc, Pascal Canfin, revenons à lui, il a fait des propositions à la BCE via son représentant. Donc, il a rencontré la personne qui représente la France à la BCE. Il lui a proposé justement des pistes de solutions pour que l'argent aille au bon endroit. Et cette personne a dit qu'elle n'y croyait pas. Elle ne croyait pas à ses idées. Et ça s'est arrêté là, la discussion. Parce qu'Alcanfin était vraiment perturbé en se disant, mais comment est-ce qu'on fait pour discuter avec la Banque centrale si lui-même, qui est parlementaire européen, n'arrive pas, et ancien ministre, à discuter avec les gens de la Banque centrale européenne, ben, on se dit, mais c'est quoi ce dialogue de sourds? Comment est-ce qu'on va faire pour trouver des solutions? Donc la France aura besoin de plusieurs dizaines de milliards d'euros chaque année pour financer la transition écologique. La BCE a créé plus de 3 360 milliards d'euros par son programme de quantitative easing entre 2015 et 2018. Alors c'est pour toute l'Europe, c'est pas que pour la France, mais c'est une somme colossale. Si on avait même qu'une portion de ça dans l'économie réelle, ça changerait tout. Mais cet argent, il a gonflé les marchés financiers. C'est absolument terrible. Et il y a une des idées proposées par certains parlementaires, c'est de faire en sorte que l'injection de l'argent de la Banque centrale se fasse plus par les marchés financiers, mais se fasse par ce qu'ils appellent un quantitative easing for the people, c'est-à-dire de distribuer l'argent directement aux citoyens européens, sous une forme de revenu de base. On serait sûr de cette manière-là que l'argent serait injecté dans l'économie réelle, puisque nous sommes dans l'économie réelle. Voilà, c'est une idée que je trouve géniale, mais en fait, on n'arrive pas à la soumettre à la BCE, puisqu'on ne peut pas discuter avec la BCE, ou en tout cas, c'est extrêmement difficile. Une question fondamentale, on change de sujet, mais c'est la question: qui crée l'argent? Qui crée l'argent? Je ne sais pas si vous avez déjà posé cette question. Qui crée l'argent? Alors, est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est la Banque de France? Est-ce que c'est la Banque centrale européenne? Est-ce que ce sont des banques commerciales privées? Est-ce que ce sont d'autres sources? Voilà, je ne sais pas. Réfléchissez 2 secondes, dites-moi, et puis on va voir ensuite ce qu'il en est. Alors, création monétaire et argent-dette. La réponse, c'est que la monnaie est créée par les banques commerciales sous forme de crédit. Voilà, l'argent est créé sous forme de crédit. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je vais emprunter 200 000 euros pour acheter une maison, un appartement, et ben cet argent, il ne vient pas du coffre ou d'un autre compte en banque. Cet argent, il est créé à partir de rien par la banque commerciale qui va me le verser sur mon compte. L'argent sera ensuite détruit au fur et à mesure que je rembourse, sauf les intérêts. Voilà, on y reviendra, c'est important. Donc, il faut savoir que les banques privées, ce sont les banques privées, oui, donc sont des organismes lucratifs qui sont là pour gagner de l'argent, hein, et c'est embêtant parce que ce sont donc elles qui décident qui va recevoir des financements ou pas. Et admettons, moi, bon, pour financer mon appart, j'ai reçu le crédit, mais admettons que j'ai un projet de planter des arbres en France, ou en Europe, ou en Afrique. Je vais planter plein d'arbres. C'est un projet qui va coûter pas mal d'argent, qui va rien rapporter, en termes financiers en tout cas. Et pourtant, c'est un projet très très important. Et ben, la banque, il y a très très peu de chances qu'ils me financent, qu'ils me donnent cet argent. Donc ouais, ça pose problème parce que les projets financés aujourd'hui sont des projets rentables. Et les projets de type sociaux ou environnementaux, souvent ne sont pas rentables parce qu'ils n'ont pas pour but d'être rentables, ils ont pour but de résoudre des problèmes de société. Donc ça pose des vraies questions. Et l'autre problème, c'est que quand l'argent est créé sous forme de crédit, eh bien, ça crée automatiquement de la dette. Voilà. Puisque on m'a prêté 200 000
et je vais devoir rembourser 250 000 en 25 ans. Voilà. Donc, c'est une monnaie sous forme de dette qui doit être remboursée pour être neutralisée. Et comme on doit rembourser plus que ce qui a été émis, eh bien, c'est une manière de créer de l'argent qui appauvrit le système. Et on y reviendra. Donc, le problème, on doit rembourser, lorsqu'on rembourse, on doit rembourser aussi les intérêts. C'est ce que je viens de vous dire. Mais l'argent qui correspond à ces intérêts n'a pas été créé au départ. Donc, ce que je vous disais, on doit rembourser plus que ce qui a été emprunté. C'est ça qui fait que la dette mondiale grandit en permanence et qu'elle ne peut pas être remboursée. Le seul moyen de rembourser la dette, c'est de faire de nouveaux crédits. Donc, vous voyez la logique de fuite en avant. C'est très, très, très problématique. C'est un bug dans la conception de la création monétaire. Ce mécanisme de création monétaire a deux conséquences négatives majeures. La dette est pas remboursable, car la dette est supérieure à la monnaie en circulation. Donc on n'a pas assez d'argent pour rembourser toutes les dettes du monde. Il faut toujours faire plus d'emprunts et donc toujours plus de croissance. Il faut une croissance permanente pour pouvoir maintenir le système en état. C'est donc et si on s'arrête, le système économique s'effondrera. Voilà. C'est pour cette raison que les chefs d'État et les ministres, ils vous parlent tout le temps de croissance, 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 parce qu'ils savent très bien que s'il n'y a pas de croissance, tout s'effondre. Voilà. Donc on est coincé dans un système en croissance, alors que la planète, elle aura vraiment besoin qu'on arrête la croissance. Donc le système monétaire est insoutenable et incompatible avec les questions écologiques. Et même, je dirais, sociales aussi, puisque ça crée de la dette et de la pauvreté. Un autre problème majeur, c'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Et ça, c'est pas évident à comprendre, mais je vous inviterai à y creuser. Sur le graphique, on voit la différence entre un intérêt simple et un intérêt composé. Un intérêt simple, c'est, vous voyez dans le schéma en haut à droite, l'intérêt simple, c'est à gauche, c'est-à-dire vous avez un capital, un investissement de 1000 euros, un capital de 1000 euros, avec, eh bien, vous allez gagner un intérêt de 50 euros la première année, et vous gagnerez un intérêt de 50 euros la deuxième année. L'intérêt sera toujours le même, voilà, puisque les intérêts n'ont pas été composés. Dans le deuxième cas, vous voyez que la première année, j'ai un intérêt de 50 euros, et l'année suivante, j'ai un intérêt de 50 euros plus 2,50 euros, puisque les 50 euros précédents ont été ajoutés à la somme initiale. Et c'est de cette manière que on obtient la courbe rouge qui fait que les intérêts sont exponentiels. Et ça pose problème. Pourquoi? Parce que beaucoup de pays, notamment en Afrique, ont remboursé plusieurs fois leurs dettes et doivent toujours rembourser. Prenez le cas du Nigeria, le chef d'État expliquait qu'ils ont emprunté 5 milliards d'euros sur les marchés financiers il y a plusieurs dizaines d'années. Ils ont déjà remboursé 16 milliards sur leur emprunt. Donc ils ont emprunté 5 milliards, ils ont déjà remboursé 16 milliards et ils doivent toujours rembourser 28 milliards. Ça semble complètement fou. Alors mathématiquement, on se dit mais c'est complètement idiot. Et pourtant, c'est à cause des intérêts composés. C'est que la dette grandit en permanence et que finalement, on finit par rembourser que les intérêts et pas la dette. Et ça devient très rapidement ingérable, irremboursable. Et c'était vrai pour l'Afrique. On se rend compte que maintenant, c'est pas que l'Afrique, les pays d'Europe sont aussi touchés par ce même problème. On peut comparer ça à une forme d'esclavage financier, puisque en fait, on est coincé par notre dette qui prend de plus en plus de place dans le budget de l'État. Y compris en France, il faut savoir que le budget de la dette aujourd'hui, c'est 50 milliards, c'est le deuxième budget de l'État français. Chaque année, on donne 50 milliards pour rembourser les intérêts de notre dette. Et on donne cet argent au marché financier. Donc c'est de l'argent qui est en grande partie perdu. De la même manière, la France a déjà remboursé sa dette plusieurs fois et continue de la rembourser intacte. Voilà, donc c'est un vrai, vrai, vrai problème qui mériterait aussi une convention citoyenne lui tout seul. Une autre conférence que j'avais vue à Genève, géniale, super conférence, de Mirat Zaki et Étienne Chouard. Et Mirat Zaki nous expliquait qu'en fait la crise de la Grèce, dont on parle en 2010, on parlait que de ça, la Grèce était vraiment en difficulté, en quasi-faillite. Et en fait, elle nous expliquait que c'était pas. Tout le monde a voulu faire croire que la Grèce était juste mal gérée, ils avaient trop de corruption. Alors, il y a du vrai, évidemment, il y a de la corruption en Grèce, il y a de la gestion qui est peut-être pas toujours idéale, mais en tout cas, la vraie racine du problème n'était pas là, elle était ailleurs.
c'est que la Grèce a été attaquée par des hedge funds, par 5 hedge funds américains et britanniques qui se sont regroupés. Les hedge funds, c'est des fonds d'investissement. Voilà, ils investissent des énormes sommes et ils utilisent des produits dérivés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut investir à la hausse ou à la baisse. Et là, ils avaient parié sur l'effondrement des titres de dette grecs. Voilà. Donc, ils ont placé énormément d'argent sur la baisse. Et ensuite, ils ont utilisé les médias, ils détiennent notamment le Financial Times, pour faire plein d'articles, notamment George Soros était impliqué, qui est, voilà, qui est notablement connu dans la finance. Euh, donc beaucoup d'articles dans le Financial Times pour expliquer que la Grèce est en faillite, l'Europe, l'euro est un vrai danger, l'Europe, l'euro va s'effondrer, à répéter ça sans cesse. Et finalement, eh ben, plein de petits porteurs de dette grecque ont vendu leurs titres en disant mais ils ont vu que la dette grecque s'emballait ça a déclenché un effet de panique qui fait que les prophéties annoncées par ces hedge funds sont devenues une réalité. Et ils ont gagné beaucoup d'argent en faisant ça. Faut savoir que aussi un autre problème, c'est que les États, aujourd'hui, la France par exemple, elle doit emprunter sur les marchés financiers. Elle ne peut pas créer sa propre monnaie. Du coup, la France, euh, elle est tributaire de la note qu'elle a par les agences de notation. Il faut savoir que tous les titres financiers sont notés par ces agences de notation. Vous avez sûrement entendu parler de triple A, double A, AAB. Ce sont des notes. En fait, plus vous avez une bonne note, plus on vous prête de l'argent facilement et pas cher. Plus votre note est mauvaise, plus on considère que vous êtes quelqu'un de risqué. Et du coup, on vous prête plus cher. Donc, évidemment, la France, comme tous les autres pays, elle doit être vigilante. Elle veut avoir une bonne note pour emprunter pas cher sur les marchés. Et du coup, pour avoir une bonne note, eh bien, il faut faire plaisir aux marchés financiers. Et c'est ce qui se passe. C'est pour ça qu'on a tendance à privatiser les marchés financiers, c'est simple. Ils veulent qu'on privatise tout. Et ils veulent que l'État ne se mêle pas euh, de la finance. Et ils veulent que le marché du travail soit hyper flexible, qu'on puisse virer facilement les gens si on n'a plus besoin d'eux, voilà, pour optimiser les gains. Voilà, donc c'est assez simple. Et c'est pour ça que c'est ça qui se passe en France. On voit les aéroports de Paris, la Française des Jeux récemment, beaucoup, beaucoup de privatisation. Et puis on essaie de flexibiliser le marché du travail avec la loi travail. Et là, maintenant, c'est la question des retraites. Parce que c'est pareil, pour les marchés financiers, là, une retraite par répartition comme on a en France, c'est une hérésie. Eux, ils veulent une retraite par capitalisation pour que l'argent soit sur les marchés financiers. Donc la puissance des marchés est énorme les chefs d'État, en fait, ils peuvent pas faire grand-chose, ils sont obligés de s'aligner pour garder des bonnes notes. Donc ça, c'est encore des gros, gros problèmes. L'évasion fiscale, ça aussi, c'est un autre problème, évidemment. On estime qu'en France, on perd à peu près 100 milliards chaque année d'argent qui devrait rentrer dans les caisses de l'État. Ça ne s'améliore pas. Et puis, ce sont essentiellement des multinationales et des particuliers riches. Et c'est souvent légal en plus, hein, c'est ça le problème, c'est qu'on parle d'optimisation fiscale, puisque la plupart du temps, ils font des choses illégales parce qu'ils ont réussi à obtenir ils sont dans les interstices de la loi, dans les zones grises, et c'est donc difficile de les arrêter. Pour résumer, il faut savoir que je vous parlais de deux bassines, en quelque sorte, l'économie réelle et les marchés financiers. L'économie réelle représente 33% de la quantité d'argent en circulation aujourd'hui et 66% de l'argent est dans les marchés financiers. Alors qu'il faut savoir que la population à 99% est dans l'économie réelle et que 1% de la population côtoie les marchés financiers. Donc il y a un déséquilibre énorme. L'argent, il est dans la mauvaise bassine, tout simplement. Et il faut savoir que les banques centrales, comme je vous l'ai expliqué, au lieu d'injecter dans l'économie réelle, la banque centrale injecte dans les marchés financiers. Donc elle fait que aggraver le problème. Ici, je résume en fait euh, 6 principaux problèmes que je vous viens d'évoquer. La notion de comment l'argent est créé. Le deuxième, c'est la notion de dette avec les intérêts composés. L'évasion fiscale, la spéculation l'investissement qui se transforme en spéculation, le problème des banques centrales et le problème de l'économie réelle et des marchés financiers, du déséquilibre.
on voit que la plupart de ces problématiques sont dues aux banques multinationales. Si vous regardez bien, la plupart, ça passe par l'un ou l'autre, sachant que les grandes banques sont aussi des multinationales. Et que, en fait, si on remonte à la racine du problème, on voit que finalement la monnaie et les règles qui régulent la monnaie sont un peu la racine. C'est un énorme point de levier. Voilà. Si on réussit à transformer la nature de la monnaie, on pourra potentiellement résoudre une grande partie des problèmes. On va passer à la deuxième partie de cette présentation qui parle de la forêt qui pousse. Quelles alternatives est-ce qu'on peut soutenir? Il faut savoir que la société civile évolue, la conscience mondiale évolue. Il y avait déjà en 2005 25% de la population qui partageait ces nouvelles valeurs de, euh, de prendre soin de soi, prendre soin de l'environnement, de respecter les autres, de respecter les hommes et les femmes, de respecter chacun des pays, les pays en développement et les pays riches, etc. De sortir du paraître et d'être plus dans une qualité d'être. Voilà, toutes ces valeurs en fait qu'on caractérise par les créatifs culturels. Euh, cette population grandit. En fait, la conscience mondiale évolue très très vite. Là, j'ai mis que quelques exemples, mais il y a des mouvements citoyens justement pour que de Colibri Alternativa qui œuvrent justement pour plus de justice, plus de protection de la nature, plus de protection de la biodiversité, etc., etc. Réinventer la démocratie est un énorme enjeu. L'intelligence collective, c'est un de mes domaines de prédilection, c'est mon domaine professionnel principal. Donc je connais très bien ce domaine et je sais qu'il y a énormément de choses possibles et je sais que tous ces outils sont en train de se déployer de plus en plus dans la société civile. Il y a des tas de méthodes. Et puis aussi au niveau de la démocratie nationale, il y a des choses possibles. Et je reparlerai plus tard de la Convention citoyenne pour le climat. Bon alors, je fais la vidéo pour vous, donc là je pourrais expliquer pour les autres. Mais c'est vraiment une opportunité géniale pour réinventer la démocratie. Une autre chose importante, c'est de revoir les indicateurs. Actuellement, on utilise le produit intérieur brut, le PIB, comme principale source de mesure. Il faut savoir que le PIB, il mesure uniquement les transactions économiques dans la sphère marchande. Le bénévolat n'est pas compté. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de catastrophes naturelles qui augmentent le PIB, mais qui sont mauvais pour la planète. Par exemple, une marée noire, si on nettoie avec des sociétés privées, bah, c'est bon pour le PIB. Si un tremblement de terre et qu'on doit tout reconstruire, c'est bon pour le PIB. S'il y a beaucoup de malades et de morts par cancer ou autre, et ben, ça fait travailler les hôpitaux et l'imagerie médicale, etc. C'est bon pour le PIB. Vous voyez comme le PIB, il est incomplet. Il est vraiment incomplet. La mesure du PIB ne reflète pas du tout ni le social ni l'environnemental, ni la qualité de vie en quelque sorte. Donc il y a vraiment un gros chantier ici à faire. Autre chose, évidemment, ça c'est le domaine que j'ai mis en avant tout à l'heure, c'est que les monnaies, la monnaie est essentielle. Les règles de la monnaie impactent le monde, donc il est très important de revoir les règles de la monnaie et que ces monnaies soient gérées par des citoyens, en tout cas certaines d'entre elles. Il faut savoir qu'il y a énormément de choses qui sont faites déjà en ce moment, entre les monnaies locales complémentaires, les selles, les accorderies, les barters, les monnaies libres, les crypto-monnaies. C'est un champ d'investigation colossal en ce moment. Je me suis impliqué dedans depuis 8 ans. Voilà, c'est quelque chose de très important. Le revenu de base, ça pour moi, c'est la prochaine étape pour l'humanité. Après les congés payés, après les, la sécurité sociale, le droit au chômage, etc. Eh bien, le revenu de base, c'est une avancée sociale majeure qui permet à chacun de recevoir une somme qui peut aller de 500 à 1500 euros par mois et qui permet à chacun de vivre dignement, de gérer son éducation, son logement, sa nourriture, vraiment ses besoins fondamentaux et de pouvoir surtout choisir son activité. De ne pas aller travailler juste pour payer son loyer, mais de pouvoir travailler, de choisir quel travail j'ai envie de faire, qui a du sens pour moi, qui porte mes valeurs. Alors, il y a beaucoup de choses je ne vais pas aller dans le détail, mais il y a beaucoup de choses à réfléchir en créant le revenu de base parce qu'il pourrait être potentiellement néfaste aussi si les règles sont mal conçues. Les banques éthiques, on a besoin de banques. Les banques éthiques sont des banques qui sont vraiment transparentes, qui ont une gouvernance partagée et qui mettent l'argent au service de beaux projets, pour faire simple. Hein.
Les banques éthiques, il y en a actuellement pas vraiment. Il y a la Nef qui est la mieux positionnée, mais qui n'est pas encore totalement une banque. Mais on a besoin de banque éthique pour mettre notre épargne et pour mettre nos comptes courants. Donc, je soutiens vraiment l'émergence de la Nef et de toute forme de banque éthique. Pour faire simple, quelques-unes des initiatives qui seraient très bonnes à soutenir, je vous donne quelques idées ici. Et donc, revoir les indicateurs, revoir la nature des monnaies, taxer les transactions financières, parce qu'actuellement, il faut savoir que les transactions financières ne sont pas taxées, c'est complètement fou. Il faut séparer les banques d'investissement et les banques de dépôt, il faut mettre en place le revenu de base, il faut revoir la notion de dette et je vous parlais des intérêts composés, revoir la notion de création monétaire, empêcher l'évasion fiscale et mettre en place des banques éthiques. Et surtout, finalement, il faudrait revoir tout le système financier ensemble. Peut-être une convention citoyenne spécialement pour ça, parce qu'en fait, on doit tout réécrire et tout est lié, donc il faut mettre une conscience citoyenne là-dessus. J'ai choisi les nouvelles monnaies parce que c'était ce qui me semblait le plus accessible pour un citoyen comme moi. Parce que je vous rappelle, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que la monnaie, c'est un point de levier qui me semblait être le plus à la racine de tous les autres. Voilà, donc ça, c'est un bug, pardon. Les monnaies locales, donc je vais vous expliquer, du coup, suite à mon arrivée à Lyon, mon retour à Lyon, je me suis impliqué dans les monnaies locales. Pour plein de raisons. Alors, parce que les monnaies locales permettent de garder l'argent dans le local, empêcher l'hémorragie vers les marchés financiers. Ça soutient les acteurs locaux, ça renforce le tissu économique local, ça soutient les banques éthiques, ça permet de faire de l'éducation populaire et ça permet de faire de l'innovation démocratique. Les monnaies locales sont déjà 60 en 2019 en France, qui est énorme. Il y en a encore 10 en projet et en seulement 9 ans. Voilà. Donc il y a une grosse dynamique en France. Les gens qui sont acteurs des monnaies locales sont des gens qui ont une vraie réflexion sur le système financier, système en général, des gens de toute classe sociale. Euh, mais ce sont des gens déterminés et qui sont vraiment dédiés à transformer le système. Alors moi, je suis arrivé à Lyon. Après 6 mois, j'ai fait une mission à la Nef pendant 6 mois, qui était géniale, et où j'ai fait beaucoup de lobbying pour les monnaies locales. Et je suis arrivé ensuite à la Gonette, la monnaie locale de Lyon, qui est en émergence. Je l'ai rejoint en 2014 et j'étais vraiment déterminé et motivé puisque j'avais vraiment compris pourquoi c'était important. Et du coup, j'ai vraiment aidé la Gonette à se déployer, à mettre en place, notamment au niveau com. Et je donnais beaucoup de présentations, comme vous me voyez en bas. Là, je donnais une présentation à Lyon dans un espace coworking et on a vraiment déclenché un buzz médiatique en 2014-2015. Là, on a créé le logo, on a créé les billets, on a fait un crowdfunding pour récolter 20 000 euros qui a réussi. Et puis, on s'est préparé au lancement pour 2015. Voilà. On a fait un lancement sur les chapeaux de roue. On a fait un gros décollage. On était plus de 2600 adhérents en fin 2016. On a surfé sur le film Demain qui parlait de monnaie locale. Ça nous a beaucoup aidé. Et puis après un an, il y a eu une crise parce que après l'effet demain, l'année d'après, on a eu beaucoup de mal à faire réadhérer les personnes. Donc on s'est retrouvé avec 1000 adhérents au lieu de 2600. En plus, les contrats aidés qui sont arrêtés, alors que on les utilisait beaucoup. On avait un modèle économique très fragile et du coup, on s'est vraiment posé beaucoup de questions. Les défis des monnaies locales, je vais peut-être pas tout vous détailler, mais il y en avait beaucoup. Pour moi, les monnaies locales ne fonctionnaient pas suffisamment bien. Il n'y avait pas assez de flux. Il y avait pas, voilà, il y avait trop de reconversions. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui reconvertissaient leur monnaie locale en euros. Donc la masse monétaire stagnait, etc. Pourrais vous parler de tout ça en détail, mais il y avait encore beaucoup de choses pour qu'elles puissent évoluer. Pour passer au niveau supérieur. Euh, Pourtant, les monnaies locales restent hyper pertinentes parce qu'elles mettent en réseau tous les acteurs, toutes les petites pousses d'arbres qui sont en train de pousser et qui sont importantes. Donc, c'est important qu'il y ait des monnaies locales et c'est important qu'il y ait plus de flux. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il y ait plus de monnaies locales en circulation? La première piste, c'est évidemment les collectivités, parce que les collectivités partagent les mêmes valeurs. Et si on pouvait permettre aux monnaies locales de me recevoir la monnaie locale sous forme d'adhésion, d'impôts locaux, d'appels d'offres,
et de permettre aux collectivités de donner des subventions en monnaie locale, des salaires en monnaie locale, offrir des bons cadeaux en monnaie locale, ou voire même un revenu de base en monnaie locale. Il y a plein de pistes à explorer avec les collectivités, donc si elles nous entendent, ben, je vous invite vraiment à y réfléchir. Et puis, autre chose, plus de connexion entre les pros, ce sera intéressant. Mettre en place des cagnottes en monnaie locale comme font le SCHO. Et puis, ce qu'il faut, le plus important, moi, de mon analyse, c'est faire en sorte que les citoyens reçoivent automatiquement de la monnaie locale sur leur compte. Donc, la monnaie électronique, ça aide. Recevoir une partie de son salaire en monnaie locale, un bonus pour les éco-gestes via les collectivités, un revenu de base en monnaie locale, comme je disais, ça serait une piste. Il faut qu'on puisse recevoir des monnaies locales. Et la grande idée que j'avais envie de vous proposer, vraiment celle que je trouve la plus géniale, c'est qu'on a deux problèmes. Le premier, c'est l'évasion fiscale qui est de plus de 60 milliards par an en France. C'est-à-dire que c'est l'argent qui manque. On a besoin de cet argent pour le social et pour l'environnemental. Et 60 milliards, c'est quand même une grosse somme. Et deuxièmement, on a besoin de financer la transition écologique. Et vous l'illustrez avec cette convention citoyenne. Il va falloir beaucoup d'argent pour réduire les problèmes d'emballement climatique et de biodiversité. Comment faire pour connecter ces deux problèmes? Oui, parce qu'en plus, ce que je disais, c'est qu'il faut maintenir les services publics et les aides sociales, en plus de la transition écologique. Donc, comment faire? Eh bien, la solution, ça serait de commencer à faire de la création monétaire en monnaie locale. Voilà, je répète, faire de la création monétaire citoyenne en monnaie locale. Et pour ce faire, l'idée géniale, je trouve, parce qu'elle vient pas de moi, c'est quelqu'un qui me l'a transmise et j'ai trouvé fantastique, c'est de, en fait, symboliquement, on va créer de l'argent. Clairement, on va créer de l'argent, mais on va dire que on fait que récupérer l'argent qui nous échappe par l'évasion fiscale. Et symboliquement, en fait, en quelque sorte, c'est vrai, puisque s'il n'y avait pas l'évasion fiscale, on n'aurait pas besoin de créer de la monnaie. On le fait uniquement parce qu'on a besoin de cet argent. Voilà. Donc, chaque monnaie locale pourrait euh, organiser un jumelage avec un paradis fiscal et de récupérer une partie de l'évasion fiscale en monnaie locale. Donc, c'est un grand pas à franchir parce que création monétaire, ça fait peur, parce qu'on a beaucoup de... Dans l'imaginaire collectif, on considère que c'est quelque chose d'interdit. Voilà. Et pourtant, c'est un point de levier immense. En fait, peu de gens savent que la création monétaire est faite par les banques privées. Évidemment, si les gens savaient ça, euh, peut-être ça serait différent. Mais actuellement, les gens pensent que l'argent est créé par l'État ou par la Banque centrale. Voilà, donc du coup, ils trouvent que c'est un peu choquant de le faire nous-mêmes. Mais il faut savoir que maintenant, il y a beaucoup de crypto-monnaies et que beaucoup de crypto-monnaies, en fait, créent de la monnaie. Donc, font déjà de la création monétaire. Donc, en fait, on a déjà franchi ce seuil psychologique, il est déjà franchi, sauf que les gens n'ont pas réalisé tellement. Donc, et nous sommes, en fait, est-ce qu'on a le droit de créer de la monnaie? C'est la même question qu'on se posait il y a 10 ans. C'est une zone grise juridique, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on se demandait est-ce qu'on a le droit de créer des monnaies locales? Je me souviens très bien. On ne savait pas. Et du coup, heureusement, à l'abeille, on crée la première monnaie locale en France. Et ils se sont dit, bah, on essaye, on verra bien. Et ben là, je pense qu'on est au même stade, on devrait essayer et puis voir ce qui se passe. Par contre, si on fait ça, évidemment, il faut prendre quelques garanties. C'est une idée très puissante, mais qui est aussi effrayante pour certains. Si on crée de la monnaie en monnaie locale, il faudra interdire la reconversion en euros pour éviter qu'on puisse nous accuser de créer de l'inflation. Euh, il faudrait décider ensemble le montant qu'on crée en monnaie locale. Il faudra décider ensemble comment on répartit cet argent. Et moi, je propose qu'on s'inspire des budgets participatifs qui se font dans certaines mairies, voilà, qui mettent une somme en jeu et les citoyens décident comment cet argent est réparti. Comment ça va fonctionner? Eh bien, chaque monnaie locale choisira un paradis fiscal. Par exemple, la monnaie locale de Lyon, la Gonette, pourra choisir les îles Caïmans. C'est ce que je proposerais, ce que j'aime bien. On va calculer combien d'argent échappe, donc combien d'argent va évader vers les îles Caïmans. Et puis, on pourra dire, par exemple, on prend uniquement 1%. Voilà. Donc, admettons pour la Gonette admettons qu'il y ait 50 millions d'euros qui s'échappent vers les îles Caïmans. Eh bien, si on prend 1%, ça fera 500 000 gonettes. Oui. Et du coup, on créera 500 000 gonettes électroniques. Ensuite, on va rassembler les parties prenantes de l'association monnaie locale et on va décider ensemble qu'est-ce qu'on fait de ces 500 000 gonettes. Donc peut-être qu'on va financer des projets, peut-être qu'on va
payer des salaires de l'équipe de la gonette. Peut-être qu'on va décider de mettre en place un petit revenu de base pour que chacun reçoive des gonettes tous les mois sur leur compte. Voilà, ça a décidé. La Convention citoyenne pour le climat va faire des propositions alors, pour réduire les gaz à effet de serre en France avant 2030. Ils vont vite être confrontés, vous allez vite être confrontés à la question du financement. Comment est-ce qu'on fait pour financer, vous, les propositions que vous allez faire? J'imagine qu'il va falloir peut-être 50, 100 milliards, j'en sais rien, des sommes colossales qui sont même au-delà, j'ai envie de dire, de la création monétaire euh, en monnaie locale. Donc l'idée que je propose ne suffira même pas pour les problématiques. Mais en tout cas, il faut revoir tout le système financier, reconcevoir pour qu'il réponde aux besoins de notre époque. Donc, je pense qu'il faudrait une convention citoyenne spécialement pour revoir le système financier. Du coup, en attendant, je ne sais pas comment vous allez faire pour financer les mesures. Mais en tout cas, je vous invite à me proposer l'idée que je vous ai soumise de faire de la création monétaire en monnaie locale. Parmi les propositions, ça permettra au moins d'irriguer toutes les monnaies locales de France, qui sont déjà 60, et d'irriguer donc des milliers de commerces de proximité. Donc ça va agir sur l'économie locale et sur le carbone, évidemment, aussi. Il faut savoir que la monnaie locale La Pêche, la monnaie locale de Montreuil et Paris, est en train de faire des tests de création monétaire en monnaie locale. Donc je vous invite vraiment à suivre ça de près. Si vous êtes sur Paris, ben, rejoignez La Pêche, rejoignez-les, inscrivez-vous. Si vous êtes un commerce à Paris, pareil, rejoignez La Pêche. Et puis, suivez de près ce qui va se passer en 2020. Ils vont faire des essais de création monétaire. Donc, je suis ça de très très près et j'espère que la Gonette va aussi suivre ça. Donc le projet que je vous ai proposé de création monétaire en monnaie locale est un projet à fort potentiel transformateur. C'est un énorme projet qui doit être bien préparé. Et donc, merci à La Pêche de faire des tests. Il est essentiel de rassembler une équipe projet la plus transversale possible et puis d'avoir une communication large avec tous les acteurs du changement au niveau national pour que ce soit vraiment un projet porté par beaucoup de gens, qui fasse un gros buzz médiatique et qu'on puisse du coup légitimer en quelque sorte cette création monétaire au service de la transition. C'est très excitant et nous n'avons pas de temps à perdre. Évidemment, comme vous le savez, l'emballement climatique, c'est maintenant. Merci à tous pour votre attention. Il faut savoir que je suis en train d'écrire un livre. Cette petite vidéo n'est qu'une synthèse. Le livre va sortir dans quelques semaines. Je serai ravi de vous le transmettre. Il fera 150 pages. Si vous souhaitez l'avoir, envoyez-moi un mail à nicolasbrier@yahoo.co.uk. Voilà. Et si vous avez d'autres questions d'ailleurs sur ma présentation, n'hésitez pas à m'écrire. Merci à tous, merci aux 150 acteurs de la Convention citoyenne. Je vous souhaite vraiment beaucoup de courage pour cette dernière ligne droite. Et puis, ben, j'espère de tout cœur que vous recevrez mon idée et que vous pourrez, en tout cas, l'étudier, me poser des questions et puis l'intégrer parmi les propositions. Merci, bon courage à tous et puis eh ben, à très bientôt.